Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce 4e épisode, ou plus exactement pour le premier de la saison 2. Hello everyone, thank you for meeting us for this 4th episode, or more precisely, for the first of season 2. Lors de la première session, le Dr Lemal s'est concentré sur la classification SVP, l'anatomie pelvienne et ses symptômes. Dans ce nouvel épisode, il fera un lien entre varices pelviennes et symptômes pelviens. On se retrouve dans une trentaine de minutes. During the first session, Dr. Lemal focused on SVP classification, pelvic anatomy, and its symptoms. In this new episode, he will make a link between pelvic varicose veins and pelvic symptoms. Meet them in 30 minutes. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons débuter la deuxième saison de cette formation sur la varicose pelvienne. L'idée initiale était de consacrer la première saison à la classification SVP, l'anatomie et les symptômes, et la deuxième saison donc à l'exploration écho-Doppler. En fait, dans cet épisode, nous allons encore parler de symptômes, ceux à l'étage pelvien, mais je vous rassure, nous allons débuter en fin d'épisode sur la problématique de l'exploration ultrasonore de cette pathologie qui nous oblige à dépasser notre zone de confort. Donc la varicose pelvienne est très fréquente. En tout cas, la présence de veines dilatées autour de l'utérus est quasi constante chez les femmes multipares. Et en plus, la plupart du temps, elle semble asymptomatique. Et donc, pour ces deux raisons, longtemps, les varices pelviennes n'ont pas été considérées comme un problème par les gynécos. Il n'empêche que cette varicose pelvienne est parfois symptomatique à l'étage des membres inférieurs, mais aussi à l'étage pelvien, voire les deux étages. Ce qui fait que cette varicose pelvienne est une pathologie borderline qui pose une double problématique. Celle du médecin vasculaire, qui doit reconnaître l'origine pelvienne d'une maladie varicose des membres inférieurs, et celle du gynéco ou de la sage-femme, qui, eux, doivent reconnaître l'origine veineuse d'une symptomatologie pelvienne. Nous avons vu la problématique du médecin vasculaire lors du précédent épisode. Les formes topographiques des varices des membres inférieurs évocatrices d'une origine pelvienne sont directement liées à l'anatomie veineuse pelvienne et plus particulièrement des afférences des veines iliaques internes, d'où l'intérêt, voire la nécessité de faire l'effort de l'apprentissage de cette anatomie. Et nous allons maintenant aborder la problématique du gynéco ou de la sage-femme, à savoir quand penser à une origine veineuse devant des symptômes pelviens. La mise en cause de la congestion veineuse pelvienne dans la genèse des douleurs pelviennes ne date pas d'hier, puisque c'est en 1949 que Taylor l'a évoqué pour la première fois. Et 40 ans plus tard, Hobbs a précisé ce concept dans un article où apparaît le terme de syndrome de congestion pelvienne. Cette symptomatologie pelvienne, qu'elle soit nommée syndrome de congestion pelvienne ou depuis la nouvelle classification SVP désordre veineux pelvien, est liée à la stase veineuse, elle-même secondaire à une altération du retour veineux pelvien. Alors, ces symptômes du syndrome de congestion pelvienne, quels sont-ils ? D'abord, les douleurs pelviennes chroniques qui correspondent à une définition bien précise qui est indiquée sur la diapo. Surtout s'il existe donc des facteurs d'aggravation bien connus de l'insuffisance veineuse, à savoir l'orthostatisme prolongé, l'horaire de fin de journée. Les douleurs pelviennes cycliques qui seraient donc plus évocatrices d'une congestion pelvienne si elles surviennent la veille et les 2 premiers jours du cycle. La pesanteur périnéale, surtout encore une fois si on retrouve ces facteurs d'insuffisance veineuse, à savoir l'orthostatisme prolongé, la fin de journée
et plus ou moins la chaleur. Il faut savoir rechercher, donc en posant les bonnes questions, rechercher une dyspareunie, qu'elle soit superficielle ou profonde, et surtout une pesanteur périnéale, voire des douleurs abdominales ou des membres inférieurs post-coïtales. Et ce syndrome post-coïtal est, dans mon expérience, probablement le symptôme le plus spécifique du syndrome de congestion pelvienne. Les autres symptômes sont tout simplement le reflet de l'organe qui sera victime de la stase veineuse, donc des troubles urinaires si les varices sont vésicales, des troubles rectaux que Milka Greiner a noté quand les voies veineuses postérieures se servaient de suppléance en cas de compression veineuse iliaque et des crises hémorroïdaires, parfois cycliques, compte tenu du drainage des veines rectales moyennes et inférieures que nous avons déjà vu lorsqu'on a traité de l'anatomie veineuse pelvienne. Donc, si les symptômes pouvant être en rapport avec une congestion pelvienne sont bien connus, il existe quand même un vrai problème étiologique. Car, d'abord parce que les douleurs chroniques ou cycliques pelviennes sont probablement la première cause de consultation des femmes chez le gynéco ou la sage-femme. Ensuite, parce que les symptômes qui ont été décrits ne sont pas spécifiques. Et enfin, parce que cette varicose pelvienne est souvent associée à d'autres pathologies, en particulier l'endométriose, qui est une grande pourvoyeuse de douleurs abdominales, pelviennes, chroniques et ou cycliques. Et donc, pour toutes ces raisons, la relation de causalité entre la symptomatologie et les varices pelviennes est souvent difficile à établir. Et en pratique gynécologique, l'origine veineuse de la symptomatologie est le plus souvent évoquée à la fin d'un parcours étiologique négatif. Alors, peut-on mieux faire? Peut-on améliorer notre prédictivité quant à cette relation de causalité? Peut-être en partie grâce à cet article que m'a fait découvrir Jean-Marc Pernès, grand radiologue interventionnel, lors d'une réunion sur la varicose pelvienne à laquelle nous participions tous les deux. Voici les références exactes de ce travail pour les plus courageux, travail très instructif et qui ne fait que 94 pages si j'exclus les annexes. Les auteurs de cette méta-analyse ont voulu répondre à deux questions. Quelle relation entre les veines pelviennes refluentes et les syndromes de douleur pelvienne? Et deuxième question, quelles sont les preuves de l'efficacité de l'embolisation veineuse pelvienne sur ces syndromes douloureux pelviens? Et pour y parvenir, ils se sont fixés un certain nombre d'objectifs. J'ai sélectionné les 4 premiers, à savoir évaluer la terminologie, les définitions et les critères utilisés pour caractériser le syndrome de congestion pelvienne. Ils ont fait une revue systématique et critique des preuves concernant les critères radiologiques du reflux veineux pelvien et les douleurs pelviennes chroniques. Ils ont fait une autre revue systématique de la littérature pour estimer la précision diagnostique des différentes techniques d'imagerie, en particulier l'écho endovaginal et l'IRM pelvienne, comparé donc à la phlebographie. Et enfin, une revue systématique de la littérature sur l'efficacité de l'embolisation veineuse pelvienne. Autrement dit, il s'agit d'un travail énorme. Et les conclusions de cette imposante revue de la littérature sont sévères. La première est que les données concernant le diagnostic et le traitement de l'insuffisance veineuse pelvienne sont limitées et de qualité variable et en grande partie faute d'une définition précise, uniforme, comparable de cette pathologie, d'où l'intérêt de la classification SVP abordée lors du premier épisode de cette série. Mais surtout, à l'issue de cette étude, les auteurs se déclarent incapables
d'établir que l'insuffisance veineuse pelvienne est la cause de douleurs pelviennes chroniques chez les femmes sans pathologie associée. Alors heureusement, les auteurs nous encouragent à mieux travailler et à faire d'autres études. Sinon, nous pourrions nous demander à quoi sert la formation que nous faisons actuellement. Alors, pour revenir à la question initiale, à savoir peut-on améliorer le diagnostic des désordres veineux pelviens? Eh bien, peut-être grâce à ce score qui est proposé par les auteurs. Et comme tous les scores, on définit des symptômes ou des critères diagnostiques auxquels on attribue donc une valeur, et en faisant la somme de ces valeurs, nous obtenons un score qui permet d'établir une probabilité faible, moyenne ou haute. Donc ce score n'est qu'une proposition, il demande lui aussi à être évalué, mais la démarche est intéressante. Et pour établir ce score, les auteurs ont retenu des symptômes certains symptômes sont classiques, à savoir les douleurs pelviennes chroniques, dysménorrhée, dyspareunie. Ils ont retenu des signes cliniques classiques également, les varices des membres inférieurs, mais surtout les varices fessières, vulvaires. Et ils ont gardé également des critères d'exploration classiques aussi, varices pelviennes, dilatation des veines ovariques et des reflux au niveau des veines pelviennes. Mais ils ont aussi pris des critères qui sont moins classiques, à savoir la présence d'une variante anatomique des veines pelviennes et le taux de remplissage des varices pelviennes et des veines contralatérales. Ces critères demandent une lecture attentive de l'article, ce que nous n'avons pas le temps de faire ici. Et heureusement, malgré l'absence de certitude énoncée dans la conclusion, cette revue de la littérature concède qu'il existe malgré tout un certain nombre de données qui indiquent une relation de causalité entre varices pelviennes et symptomatologie pelvienne, ce qui justifie malgré tout que nous continuons cette formation. Alors, peut-on évaluer la fréquence de cette association? Les varices pelviennes, nous l'avons vu, sont quasi constantes chez les multipares. Et dans la grande majorité des cas, les femmes ne décrivent aucun symptôme à l'étage pelvien. Et pour tenter de quantifier, au vu d'études anciennes et imparfaites, il était classique de dire qu'environ 10% des varices pelviennes seraient symptomatiques à l'étage pelvien. Et comment pourrait-on expliquer cette relation entre varices pelviennes et symptômes pelviens? Autrement dit, quelle serait la physiopathologie du syndrome de congestion pelvienne? Un des modèles proposés est le suivant. Les varices pelviennes vont entraîner une stase veineuse qui va elle-même entraîner une hyperpression veineuse qui va elle-même entraîner à son tour une irritation des organes de voisinage, à savoir le vagin, l'utérus, le rectum, la vessie et le nerf sciatique, qui vont donc donner des symptômes et aboutir au syndrome de congestion pelvienne. Et ce modèle proposé permet d'aborder une polémique, à savoir pour certaines médecines vasculaires, même si les varices pelviennes sont la principale source d'alimentation des varices des membres inférieurs, il ne faut intervenir que s'il existe une symptomatologie à l'étage pelvien. Alors, je n'ai évidemment pas la réponse, mais si on raisonne sur un plan purement hémodynamique, la présence de points de fuite dilatés et très refluents vers les membres inférieurs va drainer la stase veineuse pelvienne vers les membres inférieurs, justement, et donc il n'y aura pas d'hyperpression veineuse pelvienne liée à ces varices pelviennes. Donc pas d'hyperpression, pas de syndrome pelvien, et pour autant, ces varices pelviennes peuvent être majeures en termes de calibre et de reflux. Et donc on est en plus en droit de se poser la question du devenir
lorsqu'on traitera les varices des membres inférieurs, qui étaient in fine le principal drainage des varices pelviennes. Une chose est sûre, par contre, au risque d'enfoncer les portes ouvertes, il ne faut envisager un traitement des varices pelviennes uniquement lorsqu'elles sont symptomatiques à l'étage pelvien donc pour certains, ou symptomatiques à l'étage pelvien et ou des membres inférieurs pour les autres. En pratique, le médecin vasculaire, qui devant une forme particulière des varices des membres inférieurs évoque une origine pelvienne, devra donc rechercher des symptômes gynécologiques évocateurs de syndrome de congestion pelvienne, et c'est là où il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et de la même façon, le ou la gynéco ou la sage-femme qui évoque une éventuelle origine veineuse face à des symptômes pelviens devront rechercher des varices des organes génitaux externes, des varices des membres inférieurs et un horaire et des facteurs d'aggravation ou de soulagement évocateurs d'une insuffisance veineuse. Et cette démarche diagnostique basée sur la clinique sera la première étape d'un algorithme décisionnel que nous allons dérouler tout au long de cette formation. Il existe donc deux voies pour aborder cette pathologie borderline, qui est la varicose pelvienne, soit par l'intermédiaire des symptômes pelviens, éventuellement renforcés par la découverte fortuite de varices pelviennes sur une imagerie de coupe, soit par l'intermédiaire d'une typologie particulière de varices des membres inférieurs, et a fortiori s'il existe des varices des organes génitaux externes. Et dans ce cas, chaque spécialité ira chercher dans la spécialité voisine des arguments qui renforcent cette suspicion d'origine pelvienne. Et devant cette probabilité clinique de varices pelviennes symptomatiques, que doivent faire le gynéco ou le médecin vasculaire? Eh bien, ils doivent demander, vous vous en doutez, sinon je ne serai pas là, ils doivent demander un échodoppler des veines pelviennes. Alors pourquoi l'échodoppler veineux pelvien doit-il être l'examen de première intention? D'abord parce qu'il est non traumatique, non irradiant et peu coûteux. Mais aussi et surtout parce qu'il est performant. Et même si les études manquent de force et de rigueur, certaines ont montré que l'échodoppler avait une excellente valeur prédictive dans le diagnostic positif des varicoses génitales. Mais on nous oppose souvent que cet examen est opérateur ou opératrice dépendant. Mais vous connaissez quelque chose qui ne l'est pas, vous, opérateur dépendant. La lecture d'un scanner est opérateur dépendant. La chirurgie des varices, pour rester dans le sujet, est opérateur dépendant. Et la compréhension d'un bilan d'hémostase est sûrement opérateur dépendant. Nous le demanderons au professeur El Alami. En résumé, cet examen est fiable si on est formé et si on se donne un peu de mal. Cette diapo, juste pour un petit intermède sémantique, on nous demande parfois un échodoppler pour explorer un syndrome de congestion pelvienne. Autrement dit, des symptômes. Eh bien, pas vraiment, parce que l'échodoppler ne fait que, si j'ose dire, le diagnostic des varices pelviennes. Il les quantifie, il les caractérise, et c'est déjà pas si mal. Et il faut bien comprendre que varicose pelvienne donc, et syndrome de congestion pelvienne ne sont pas synonymes, et que nous avons vu tout à l'heure qu'une varicose pelvienne bien drainée, soit par les mi-pelvis contralatérales, soit par les membres inférieurs, même si elle est importante en termes de calibre et de reflux, peut être totalement asymptomatique. Alors, quels doivent être les objectifs de cet échodoppler veineux pelvien? Je vous livre les objectifs que je me fixe systématiquement pour toute exploration d'éventuelles varices pelviennes. Première étape,
et cela paraît logique, confirmation donc de la présence de varices pelviennes. Deuxième étape, rechercher là où les alimentations de ces varices, autrement dit, trouver le ou les secteurs veineux abdominaux pelviens refluents. Troisième objectif, rechercher une compression veineuse, car nous avons vu dans les épisodes précédents qu'un reflux pelvien pouvait être l'expression de la suppléance d'une compression, l'exemple typique étant la compression de la veine rénale gauche dans la pince aorto-mésentérique, avec comme conséquence la veine ovarique gauche, dont le reflux devient la voie de drainage principale pour le rein. Et d'ailleurs, dans la classification SVP, le P veut dire physiopathologie, et cette physiopathologie est caractérisée par 3 items, dont l'hémodynamique. Et cette hémodynamique distingue 2 mécanismes, dont le reflux ou l'obstruction, qu'elle soit thrombotique ou non. Et enfin, quatrième et dernier objectif, la recherche des points de fuite qui intéressent donc tout particulièrement le médecin vasculaire, puisque ce sont eux qui transmettent ces reflux veineux pelviens vers les membres inférieurs. Et pour atteindre ces 4 objectifs, ma méthodologie est toujours la même, pratiquée toujours dans le même ordre, à savoir, je commence toujours par rechercher des varices dans la sphère utéro-ovarienne. Deuxième étape de mon examen, je définis le statut hémodynamique des veines ovariques. Je commence toujours par la veine ovarique gauche car c'est la cause la plus fréquente. Et ensuite, je passe à la veine ovarique droite. Je poursuis mon examen par la recherche d'une compression de la veine rénale gauche. Et secondairement, je recherche une compression iliaque, en particulier une compression de la terminaison de la veine iliaque commune gauche. Il faut bien reconnaître que les vraies compressions sont rares, mais pour autant, il ne faut pas passer à côté. La quatrième étape dans cette méthodologie est sûrement la plus compliquée, car si l'écho-Doppler est fiable dans le diagnostic positif des varices pelviennes, dans le diagnostic du reflux des veines ovariques, voire dans le diagnostic de certaines compressions, il est beaucoup moins à l'aise pour évaluer le reflux des veines lutéales, par exemple, ou obturatrices. Mais nous verrons que nous ne sommes pas complètement démunis malgré tout et qu'il existe des critères indirects pour suspecter le reflux de ces afférences. Et enfin, la cinquième et dernière étape de cette méthodologie qui consiste à rechercher les points de fuite, en particulier les points de fuite superficiels, à savoir les points périnéaux et les points inguinaux. Mais cette méthodologie n'est que le reflet d'une expérience personnelle, ce n'est qu'une proposition de travail et chaque opérateur peut ou doit en utiliser une autre. La seule obligation in fine est de confirmer ou infirmer la présence de varices pelviennes, les quantifier et les caractériser. Chaque étape de cette méthodologie sera abordée et précisée lors des 3 ou 4 épisodes suivants de cette formation qui seront pour le coup uniquement consacrés à la sémiologie ultrasonore. Et je vous dis à très bientôt pour la séance live et interactive. Au revoir. Very good, Dr. Onemal Philippe. Fantastic again. It was very clear. So I remember you, if you have some questions, please write in the Q&A section, in the chat. So profits of the expertise of Philippe.
Oui. after this brilliant presentation. So, Philip, if I understood, things are not so simple because we have now to focus on the symptomatic patients and not the asymptomatic ones. However, is it possible to discover with an echo Doppler examination all these frailties? J'ai bien compris, Philippe, que finalement, il fallait aller explorer que les patients symptomatiques. Toutefois, compte tenu de la facilité d'utilisation d'éco-Doppler, est-ce qu'on ne pourrait pas aller essayer de mettre en évidence ces vulnérabilités chez les patients qui seraient donc asymptomatiques et pour lesquels on pourrait avoir éventuellement une stratégie de prévention primaire éventuellement? Je ne sais pas si c'est possible. Bon, déjà, bonjour à tout le monde. Déjà, il faut s'entendre sur le caractère symptomatique ou non de la varicose pelvienne, parce que, encore une fois, cette varicose pelvienne elle peut être symptomatique à l'étage pelvien et ou des membres inférieurs. Donc moi, je pense qu'il faut aller explorer systématiquement une éventuelle origine veineuse devant des varices des membres inférieurs qui sont à l'évidence alimentés par un point de fuite qui est important, qu'il y ait ou non une symptomatologie. Après, aller explorer systématiquement, rechercher systématiquement des varices pelviennes chez des femmes multipares qui n'ont aucun symptôme ni à l'étage pelvien ni au niveau des membres inférieurs, je ne pense pas que ça soit très utile parce que d'une part, on n'aura rien à proposer comme prévention et d'autre part, jusqu'à preuve du contraire, mais là tu es mieux placé que moi pour y répondre, il n'y a pas d'association entre cette varicose pelvienne et un risque accru de thrombose veineuse. Okay, so regarding now the need for echo Doppler examination, things are if you are facing varicosis in the lower limb levels, of course you have to check if there is any link points, for example, explaining that with such exam. Regarding now a multipart women and which are not symptomatic, if they got a pelvic vein varicosis, it's not pertinent regarding again this strategy because we are not going to find anything and we have no strategy to propose her. So just be concrete and waiting for physical signs to go forward. Philippe, maintenant, on voit très bien qu'il y a une véritable stratégie d'approche de l'exploration éco-Doppler de manière très, très méthodique. J'ai bien noté qu'il fallait donc, in fine, donc, aller vérifier bien sûr cette stase veineuse et ensuite chercher de reflux, chercher les conditions hémodynamiques, les points de fuite, la compression éventuelle de la veine rénale gauche, la compression de la veine iliaque commune, le reflux des afférences. Donc je comprends que là, manifestement, on va rentrer dans un domaine très, très, comment dire, dense et surtout très pointu en termes donc d'exigence comment dire, de précision. Voilà, précision. Et donc, je pense que vous voulez vraiment insister sur ce caractère qui est un caractère systématique, successif, de manière à être beaucoup plus, comment dire, pertinent sur le plan de l'exploration particulière des Doppler dans cette région-là. C'est ma question. Alors, je vais la poser maintenant en anglais. So, Philip, you
you underline the fact that we must be very systematic and to be careful examining these patients following a very, very precise, let's say, pathway, following the pelvic varicoses, the non-pelvic congestions, the reflux, the hemodynamic conditions, the leak points, the compression of the left renal vein after the right renal vein, the compression of the, let's say, common iliac vein, the reflex of the afferences and the link points, etc., etc. So you are meaning that in the following episode, we're going to be very, very precise and to go forward with a careful approach regarding the use of echo-Doppler. Je crois que cette exploration ne doit pas être plus précise que les autres explorations vasculaires. Donc, j'ai toujours une démarche systématique. Je trouve que c'est la seule façon de bien explorer, mais c'est de la même façon qu'un pilote de ligne, il a sa checklist. Ben là, c'est notre checklist. Et les objectifs, enfin, la méthodologie que j'ai fixée, c'est parce que comme ça, on est sûr de rien oublier. Et puis, c'est une démarche qui est logique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, évidemment, confirmer la présence de varices pelviennes. Ensuite, on recherche les reflux. Et tout de suite après, on essaye d'éliminer les compressions parce que c'est rare, mais ça a une vraie conséquence. Donc voilà, et puis ça doit correspondre. Je suis quelqu'un d'un peu psychorigide probablement, donc j'ai toujours cette vision systématique de l'exploration. Mais cette démarche-là, je l'applique pour les autres explorations parce que je ne passe pas mon temps à explorer des varices pelviennes. Il m'arrive parfois d'explorer d'autres artères ou d'autres veines. Very good. In fact, yes, we must be logical and, of course, to be again precise for any examination. So it's important to follow that's let's say sequences with varicoses, reflux, compression, etc., to be precise and to get a real audit regarding the diagnosis of such pelvic congestion syndrome. But anyway, we must be again experts for anything, for any examination. Regarding the score, you are let's say informing us to evaluate the degree of that pelvic congestion syndrome. Do you think that it can be evaluated, validated? Is it reliable? Est-ce que le score que vous nous avez présenté, est-ce que vous pensez qu'il est validé, qu'il est donc aujourd'hui tout à fait utile et certainement donc en tout cas performant pour nous aider dans cette évaluation du syndrome de congestion pelvienne? Non, pour l'instant, il n'est pas du tout évalué parce qu'en fait, c'est une proposition des auteurs qui ont fait donc ce travail énorme de revue systématique. Et donc, c'est vraiment un travail colossal. Et donc, avec les conclusions donc énoncées qui ne sont pas folichonnes. Et donc, ils proposent ce score. Donc, il n'est pas évalué. Et moi, je ne l'utilise pas parce que je l'ai découvert d'abord il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que ça correspond malgré tout, sans scorer exactement, on a toujours cette démarche intellectuelle où on met en évidence des symptômes qui nous paraissent les plus importants. Voilà, et notamment dans un symptôme pelvien qui me paraît un des plus spécifiques, c'est souvent quand les femmes se plaignent de pesanteur ou de douleurs périnéales, voire abdominales, après les rapports. Ça, c'est relativement spécifique à la congestion pelvienne. In fact, this score is not validated, so I'm not using it, but it's only proposed by the authors. It's huge work done, but the most important idea is to try to identify the more pertinent and more important clinical sign, and keep in mind that
dyspareunia, the postcoital syndrome, is a very, very important clinical sign to evocate that syndrome. Ok, Philippe, avez-vous, Philippe, avez-vous aujourd'hui comment dire, un take-home message, donc justement sur cette approche clinique finalement de ce syndrome qui est fort redouté, donc au moins chez les femmes multipares, et donc pour lesquelles je pense aujourd'hui il faut vraiment qu'on ait, grâce à vous, une approche qui soit une approche éclairée. Mais avez-vous aujourd'hui, donc je sais pas moi, 3, 4, 5 mots-clés à ce qu'on garde la morale de cette histoire aujourd'hui, de cet épisode que vous nous avez fait vivre aujourd'hui, de manière à ce qu'on parte avec non seulement cette envie de venir écouter le prochain épisode, mais surtout donc, qu'on intègre bien ces 5 mots-clés, par exemple, que vous choisirez pour vraiment qu'on garde ça en mémoire aujourd'hui. Have you, Philip, Philip, please, could you please give us the 5 key words to remind and to keep in mind, to summarize all the rich information you gave us today? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la varicose pelvienne est une vraie pathologie. Donc, les gynécos, ce qu'ils doivent garder en tête, c'est que même s'ils voient très souvent des varices dilatées au niveau de l'utérus, même si souvent elles sont le plus souvent, enfin, elles sont asymptomatiques, il faut qu'ils gardent en tête que ces varices pelviennes sont parfois symptomatiques et donc ils doivent garder l'idée que des symptômes pelviens non expliqués par ailleurs peuvent être d'origine veineuse. Et au niveau des médecins vasculaires, eh ben, il faut savoir, lorsqu'on a des formes atypiques ou quand il y a des récidives précoces et a fortiori quand il y a des veines périnéales dilatées, des varices des organes génitaux, il faut savoir demander une exploration des varices pelviennes. Et puis enfin, il faut comprendre que avec ou sans symptômes pelviens, des varices pelviennes peuvent être très importantes en termes de reflux et en termes de calibre. Et si on retient déjà ces 3 messages, eh ben, ce sera pas mal pour explorer, pour aborder les explorations de cette pathologie. Merci. In fact, this syndrome is a very important syndrome regarding the quality of life, and we must keep in mind that even if it's an asymptomatic, so-called asymptomatic, we must ask our patients regarding any sign, any clinical sign, and to look the venous potential origin. And that is important. For example, if we are facing a perineal varicosis, we have to look on the pelvic varicosis and to check for any reflex, of course, and because it's really important for the strategy and the management of this patient. So that's it, just to be curious and to go forward regarding the clinical signs and regarding the vein dilatations in these patients. Merci Philippe. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Je regarde le chat. Je regarde le Q&A question. Répondu, rejeté, suspens. C'est vide. Donc, c'était lumineux. Encore une fois, Philippe. Thank you so much for this brilliant presentation. And looking forward the next episode to go again deeper and again in that difficult domain of varicose veins. Thank you so much, Philippe. Merci beaucoup, Philippe, et au plaisir de vous entendre la prochaine fois. Merci, à très bientôt. Delphine, je vous donne le micro. Merci beaucoup. Donc, écoutez, une fois de plus, merci messieurs pour cet épisode. Et donc, voilà, tout simplement, nous vous donnons rendez-vous le 22 mai prochain
pour le suivant. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Thank you, both of you. We give you a date on May 22nd for the next episode. Until then, be well.